Victor Charpia, bonjour. Bonjour. Alors, ancien avocat, alors je dis ancien avocat parce que là, vous allez lancer une entreprise qui s'appelle Colat. Alors, le principe, c'est un peu du prêt lombard, une sorte de prêt lombard en fait, mais appliqué aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs. Et donc là, vous venez juste de le lancer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, alors d'une part, le principe, comment est-ce que ça va fonctionner exactement, qui sont les personnes visées et pourquoi le lancer maintenant? Alors, j'imagine qu'il y a un marché que vous avez identifié. Alors, commencer par la fin. Pourquoi le lancer maintenant? Déjà, on est dans un bear market avec une chute des prix depuis plusieurs mois et on dit toujours que c'est dans les bear markets qu'on a le temps et suffisamment de tranquillité pour aller construire des projets de fonds qui vont servir les entreprises de l'écosystème et qui pourront ensuite devenir plus importants quand le marché se redressera. Et ensuite, à qui le projet s'adresse? Il s'adresse aux entreprises d'abord françaises et j'espère à terme européennes qui sont dans l'écosystème des cryptoactifs, qui possèdent des cryptoactifs ou bien parce qu'elles les ont levés dans le cadre de levée de fonds ou bien parce qu'elles génèrent leur chiffre d'affaires en crypto et qui ont besoin de dépenser des euros pour faire face à leurs dépenses qui peuvent être des dépenses de salaire, de loyer, peut-être des dépenses courantes. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on a fait et sur lequel Colat a été construit est qu'il est très compliqué de dépenser de la crypto pour acheter des biens et services dans l'économie réelle. La plupart des cas, quand on le fait, ou bien on le fait avec un mécanisme qui convertit immédiatement la crypto en euros au moment où la transaction est faite, ou bien on le fait sans cette conversion-là, mais ça implique alors, dans de nombreux cas, un traitement comptable et fiscal qui peut être ou bien défavorable, ou bien assez lourd. Donc nous, on veut simplifier ça, simplifier ce lien entre le monde crypto et le monde de la monnaie légale, et permettre aux entreprises qui ont de la crypto à leur bilan de s'en servir pour financer leurs dépenses opérationnelles par le biais de prêts collatéralisés par des cryptoactifs. Donc sur le modèle en fait, du crédit lombard, qui est une technique de financement très bien connue depuis le Moyen-Âge, d'où l'appellation de crédit lombard. Et, lombard, donc en Italie. En Italie, exactement, et qui revient à utiliser des titres financiers comme garantie pour obtenir du financement auprès de banques. Et l'idée est exactement la même, le principe est le même, les mécanismes juridiques sous-jacents sont les mêmes. Et c'est pour ça que c'est réalisable, car on a en France un droit qu'on appelle le droit des sûretés, qui est plutôt bien conçu et souple. Et ce droit nous permet d'utiliser des mécanismes juridiques fiables qui seraient parfaitement admissibles devant une juridiction en cas de contentieux pour faciliter ces opérations-là. Alors, comment ça se passe exactement? Ça s'adresse, vous avez parlé des entreprises, c'est quoi un peu le ticket d'entrée pour pouvoir bénéficier de vos services? On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, le million, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune dans les cryptos, qui ont placé assez tôt et qui aujourd'hui se retrouvent avec un bagage assez important parfois, qui peut se compter en millions. C'est quoi le ticket d'entrée et après, comment ça se passe? Comment justement on utilise ce prêt et grosso modo, j'arrive, j'utilise vos services, comment ça se passe? Alors, tout d'abord, pour des raisons réglementaires, ce projet va être au début limité aux entreprises françaises et on espère assez rapidement européennes. Tout simplement parce que Colat est une entreprise qui veut respecter à tous les niveaux la réglementation bancaire et la réglementation des cryptoactifs. Donc on ne peut pas faciliter des prêts d'euros pour les particuliers, pour l'instant en tout cas, pas sans avoir un statut ou des partenariats qu'on n'est pas encore en mesure d'avoir aujourd'hui. Donc on parle uniquement pour l'instant d'entreprise et le ticket d'entrée sera de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce sera vraiment une activité B2B. Ensuite, le plafond pourra être plus élevé, mais ça dépendra bien sûr des partenariats qu'on est en train de mettre en place avec des entreprises réglementées et notamment des fonds qui sont habilités à prêter aux entreprises. Et ces fonds donc mettront à disposition de Colat des poches de financement qui seront allouées aux différents emprunteurs. Donc et là, on parle de monnaie fiat, là, on parle de dollars, d'euros. Alors surtout de l'euro. D'accord, oui. Surtout de l'euro. Oui. Et donc ces poches-là pourront être
assez flexible et on peut envisager des financements de montants assez élevés. Et là, on pense en particulier à des acteurs qui ont des flux de crypto-monnaies très importants, notamment les mineurs, ou certaines entreprises, alors même si ce sont des montants souvent moins élevés, mais du secteur de la finance décentralisée ou des émetteurs de NFT. Et alors, après, parce que ça, c'est un business qui marche bien aux États-Unis, ce système. Comment est-ce que vous expliquez que pour le moment, ce ne soit pas encore très développé en Europe? C'est la réglementation, c'est la culture financière, de grosses entreprises s'y sont pas encore lancées. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Alors je dirais avant tout la réglementation, parce que la réglementation du crédit donc des prêts en euros en Europe, elle est assez contraignante, elle est, on va dire, plus stricte que la réglementation américaine, qui, elle, facilite des prêts par des entreprises qui ne sont pas des banques. Donc déjà, il y a cette complexité réglementaire et il est très probable qu'un grand nombre d'acteurs américains qui sont des leaders du marché, parce que ce modèle-là, comme vous le dites, existe déjà aux États-Unis, est déjà assez répandu, avec des acteurs comme Coinbase et Nexo en ce moment, et dans un passé très récent, Celsius et BlockFi, même si BlockFi est encore un acteur qui est opérationnel, qui avait un modèle très similaire de prêt en dollars à des gens qui n'étaient pas des résidents européens, collatéralisés par des dépôts de crypto-monnaies. Et alors, essentiellement des raisons réglementaires, car en plus de ça, la réglementation en Europe, elle est fragmentée, donc dans chaque État, il peut y avoir des règles légèrement différentes, même si ces règles sont globalement harmonisées à l'échelle de l'Union européenne. Et il faut en fait une analyse au cas par cas pour pouvoir faire cette activité de manière parfaitement réglementée. Donc en fait, c'est vraiment un service, enfin, c'est complètement un service bancaire en fait que vous proposez, une partie du service bancaire. C'est purement un service bancaire. Et même plus précisément, c'est ce qu'on appelle de l'intermédiation en crédit. C'est-à-dire que Colat ne va pas prêter, en tout cas pas à court ou à moyen terme, des euros à partir de son bilan, parce que ça c'est un métier qui est un métier, comme on le dit, foncièrement bancaire. Colat va intermédier ses prêts en allant présenter des emprunteurs à des prêteurs et en s'occupant des aspects administratifs et également de la gestion du collatéral, ce qui dans ce cas précis est fondamental. Donc, vous visez alors notamment les mineurs de tout type, de Bitcoin, alors Ethereum plus forcément pour très longtemps, mais de d'autres cryptos, ou alors vous visez essentiellement des mineurs de Bitcoin européens? Alors, très... Parce que vous avez parlé des mineurs, c'est pour ça. Très concrètement, les gros mineurs sont surtout des mineurs de Bitcoin. Il y a peu, déjà parce que les blockchains en proof of work, qui impliquent donc du minage, sont de moins en moins nombreuses, en tout cas parmi les crypto-monnaies les plus importantes du marché. Ils sont moins en vogue en ce moment, c'est sûr. Moins en vogue, et le modèle du proof of stake devient le modèle dominant pour la quasi-totalité des blockchains alternatives à Bitcoin, et Ethereum aura normalement bientôt vocation à en faire partie. Donc ce sont essentiellement, je dirais, des mineurs de Bitcoin, effectivement, à ceci près que malheureusement, pour des raisons d'accès à l'électricité à bas coût et aussi de volonté politique, il y a assez peu de ces entreprises-là qui sont basées en Europe. Qui sont basées en Europe, mais qui minent à l'extérieur de l'Europe pour des raisons, pour des raisons de prix. C'est ça. Elles ont souvent des structures qui sont dispersées entre des pays asiatiques, des pays africains ou des pays américains, alors même que derrière, le management et la structuration des entreprises est fait par des personnes qui sont européennes, voire dans pas mal de cas françaises, parce que on a beaucoup de Français dans cet écosystème qui sont parmi les leaders au niveau mondial. Et à titre personnel, alors comment au-delà du marché que vous avez identifié, pourquoi vous avez eu envie de créer Colat et comment vous êtes rentré dans les cryptos plus à titre personnel? C'était au début, c'est récent, Alors déjà, les cryptos, ça fait de longues années que c'est une passion. J'ai découvert ça il y a assez longtemps, quand j'étais encore étudiant. Ça m'a tout de suite passionné, mais à l'époque... Plutôt du 2011, donc early en 2013. 2013. Ah oui, donc assez tôt quand même. Ouais, assez tôt. J'ai connu le premier grand bull market et le premier grand bear market. Donc vers 2013-2014. Vers 2013-2014. Et j'étais étudiant en droit à l'époque. Donc j'aurais bien aimé à l'époque me spécialiser là-dedans en tant que juriste, mais il n'y avait évidemment aucune formation, ni cursus, ni emploi.
Et j'ai commencé ma carrière comme avocat en 2017 dans des métiers plus traditionnels en droit des sociétés. Mais j'ai pu, fin 2018, commencer à travailler à plein temps sur les crypto-monnaies. Et pendant à peu près 3 ans, jusqu'au moment où j'ai quitté le barreau, j'ai conseillé un grand nombre de startups de l'écosystème des crypto-monnaies français, également un certain nombre de groupes internationaux qui sont implantés en Europe. Et j'ai vu passer un grand nombre d'entrepreneurs, j'ai suivi des projets de leur lancement jusqu'à des phases d'expansion qui ont été assez impressionnantes. Et j'ai eu envie de passer de l'autre côté et d'apporter ma petite contribution à cet écosystème que j'aime vraiment énormément parce que j'aime les gens qui y travaillent. Et pourquoi justement c'est les opportunités économiques, peut-être aussi la philosophie, enfin, c'est un ensemble, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans... C'est le côté communautaire. D'accord. C'est une véritable communauté. Je pense que le terme n'est pas du tout... écosystème, parce qu'il y en a qui rechignent un petit peu à l'employer. On parle... Ouais, j'ai vu effectivement que la députée Aurore Lalucq a critiqué l'appellation d'écosystème et a dit qu'il faudrait plutôt appeler ça un secteur ou une industrie, ce qui est tout à fait vrai, mais il y a une spécificité dans le monde des crypto-monnaies qui est qu'il y a une passion une passion générale qui est du côté tant des utilisateurs que des concepteurs, des projets et des fournisseurs de services autour d'une même idée qui est la capacité à utiliser des actifs de nature quasi financière avec une forme de souveraineté sur ce qu'on possède et un contrôle, une capacité à aller interagir directement avec des protocoles, notamment des protocoles financiers comme dans le cas de la finance décentralisée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui réunit à la fois les utilisateurs et les entrepreneurs. Et c'est vraiment, je trouve, unique à cette industrie. Et la communauté, elle est positive, elle est accueillante et elle est orientée vers la formation, vers l'éducation des plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et j'avais vraiment envie de participer également à ça, vraiment en construisant un projet qui pourrait être utilisé par les entreprises du secteur et à terme, j'espère, par les particuliers. Apporter une solution, Apporter une solution, exactement. Et alors, ma dernière question, c'est comme vous êtes un observateur très assidu et du coup impliqué également par la suite dans cet écosystème, cette industrie, quel regard vous portez sur son évolution, peut-être depuis 2013, en se basant sur la France et l'Europe jusqu'à aujourd'hui, en fonction des projets que vous avez vus, en fonction des personnes que vous avez rencontrées, quel regard vous portez sur l'évolution, au-delà qu'elle soit positive ou pas, est-ce qu'elle a comblé les attentes qu'on avait vis-à-vis de l'écosystème de l'industrie? Alors, si c'est les attentes initiales des gens qui étaient présents en 2013, c'était littéralement de remplacer les monnaies légales. Donc, on n'y est pas encore et je pense qu'on n'y sera jamais parce que, pour énormément de raisons. Et en même temps, une grande partie d'évolutions qui, à l'époque, n'étaient pas du tout envisagées se sont révélées être des véritables révolutions. L'arrivée d'Ethereum vers 2016 a été, pour moi, une sorte de renaissance de l'évolution de la technologie des crypto-monnaies en général. Parce qu'on le rappelle, Ethereum, en fait, la nouveauté, c'était justement d'être plutôt un réseau qui se rapproche un peu plus de la finance, notamment avec la proposition des smart contracts qui permettent justement de faire des transactions et d'être un nombre d'applicatifs beaucoup plus important. Ils ont réussi à créer effectivement une sorte de base logicielle qui facilite énormément la création d'applications à la fois financières et à la fois extra-financières. On a vu notamment les NFT, on voit également des solutions d'identité décentralisées qui ne sont pas du tout financières. Et ça a complètement... ça a provoqué une réaction en chaîne. Une réaction en chaîne où un très grand nombre de projets ont été construits en ayant cette base technologique. Et ça a développé énormément d'innovation dans la communauté. Donc il y a vraiment eu un avant 2016 et un après 2016 à ce niveau-là. Et sinon, l'autre facteur vraiment intéressant qu'on a vu depuis 2013 à peu près, c'est la professionnalisation de cette industrie. De votre profession à la base. Exactement. Aussi, Oui, parce que la profession d'avocat spécialisé dans les crypto-monnaies,
Bon, avant 2018, elle était complètement inexistante. Il y avait uniquement mon ancien supérieur Hubert de Vauplane qui faisait ça. Et maintenant, on a plusieurs cabinets, on a probablement plusieurs dizaines d'avocats qui occupent une grande partie de leur temps là-dessus. Il y en a 3 ou On a 4. des dizaines d'entreprises. Des dizaines d'entreprises en France, notamment tous les PSAN, mais également des entreprises qui ne sont pas PSAN. Et donc, on est passé d'une industrie qui était très marquée par ses racines un peu anarchistes, contestataires, et avec, il faut le dire, dans certains cas, des liens avec des pratiques de blanchiment qui étaient malheureusement assez fréquentes, à une industrie qui est très réglementée. Vraiment, on peut parfois prétendre l'inverse, mais elle est vraiment très réglementée. Et on a notamment vu récemment un rapport du GAFI sur la France qui a confirmé à quel point les PSAN étaient exactement, on félicitait les PSAN pour être bien plus que d'autres professions réglementées, très vertueux dans leur application des règles de lutte contre le blanchiment. Et en fait, tout simplement parce que la communauté des entrepreneurs et des utilisateurs de crypto-monnaies s'est enrichie au fil des années, de nouveaux profils sont rentrés. Et passé outre cette espèce d'amateurisme qui avait, enfin pas amateurisme, mais en tout cas non professionnel qui avait au début. Le côté contestataire est devenu minoritaire, alors qu'il était encore majoritaire il y a quelques années. Et maintenant, on voit un grand nombre d'anciens de la finance ou d'anciens de professions réglementées, dont on ne douterait jamais de leur sérieux, qui sont rentrés totalement dans ce nouvel environnement et qui apportent un peu leurs bonnes pratiques et leur savoir-faire, exactement, leur professionnalisme. Merci beaucoup, Victor Charpion. Donc on le rappelle, hein, ça y est, vous avez lancé Colat. On vous souhaite bon courage et puis bonne chance dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Merci à vous.